Le roi vampire découvrit une pianiste aveugle en train de jouer dans le salon de musique scellé de son château à minuit. Ce qu'il ignorait, la mélodie qu'elle jouait était la séquence exacte qui déverrouillait le journal intime enchanté de sa défunte reine, caché à l'intérieur du piano depuis 2 siècles. Ses doigts venaient de déclencher une malédiction qu'il pensait avoir enterrée à jamais. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Adrian Blackthorne n'avait pas mis les pieds dans l'aile Est depuis 200 ans. Pas depuis la nuit où il avait scellé chaque porte de son propre sang et juré qu'il laisserait la poussière ensevelir ce qui restait de ses échecs. Mais ce soir, le son d'une musique de piano flottait à travers les couloirs de pierre comme un fantôme devenu audible, chaque note une lame glissant entre ses côtes, et il se déplaça dans les salles assombries avec la vitesse que seule son espèce possédait, la rage et l'incrédulité s'affrontant dans sa poitrine, car personne ne devait se trouver dans cette aile, personne ne devait même savoir que ces pièces existaient, et pourtant, quelqu'un jouait dans le salon de musique où Elara avait l'habitude de s'asseoir pendant des heures, ses doigts dansant sur les touches, tandis que son ventre s'arrondissait avec l'enfant qu'ils croyaient tous deux être leur avenir. L'entrée des serviteurs près des anciennes cuisines était grande ouverte, la serrure brisée, la pluie tombant en biais à travers l'ouverture et formant des flaques sur des dalles qui n'avaient pas vu d'eau depuis des décennies. Et les mains d'Adrien se serrèrent en poing alors qu'il montait l'escalier en colimaçon vers la source de la musique. Chaque pas lourd d'une angoisse qu'il avait passé des siècles à essayer de noyer dans le devoir, la distance et le froid réconfort d'un trône vide. La porte du salon de musique était entr'ouverte, une lumière pâle s'en échappant, et quand Adrian la poussa, la scène qui s'offrit à lui le frappa comme un coup de poing au sternum. Une femme était assise au Steinway, ses doigts se déplaçant sur les touches avec une précision étrange, son manteau trempé de pluie dégoulinant sur le banc. Son visage légèrement incliné vers le haut, à la manière de quelqu'un qui navigue dans le monde sans la vue, et la mélodie qu'elle jouait était celle qu'Elara avait composée dans les dernières semaines de sa vie, une séquence de 47 notes qui tourbillonnait à travers les tonalités mineures comme un escalier descendant, belle et insupportablement triste. Le souffle d'Adrian se coupa. Bien que respirer fût inutile pour lui, car il avait vu Elara enfermer son journal intime dans ce piano avec un sortilège de sang lié à cette mélodie exacte, un sort conçu pour ne s'ouvrir que lorsque la séquence était jouée parfaitement, et il avait supposé que le secret était mort avec elle, qu'aucune âme vivante ne tomberait jamais sur la combinaison. Et pourtant, voici cette étrangère qui la jouait note pour note, comme si la musique avait été écrite dans ses os. Il s'avança, sa voix un grondement rauque de fureur et de confusion, exigeant de savoir qui elle était et comment elle avait trouvé cet endroit. Et la femme sursauta, ses mains se soulevant des touches, ses yeux aveugles se tournant vers lui avec une expression d'alarme et de défi, ses lèvres s'entr'ouvrant pour parler. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le piano émit un craquement sec comme du bois qui se fend, la table d'harmonie se déformant comme si elle était frappée de l'intérieur, et un livre relié de cuir tomba sur ses genoux, sa couverture sombre de vieillesse et marquée de runes d'argent qui pulsaient faiblement dans la pénombre. Adrian le reconnut instantanément, son cœur se soulevant d'une terreur qu'il n'avait pas ressentie depuis la nuit où Elara était morte, et il se jeta en avant, tendant la main vers le journal, mais les doigts de la femme avaient déjà effleuré la couverture et le sortilège s'activa avec un son de verre brisé, des veines noires jaillissant sur le dos de ses mains, se propageant sur ses poignets à la vitesse de l'encre renversée, et elle poussa un cri, son corps tressautant comme s'il était frappé par la foudre, le journal tombant de ses mains alors qu'elle essayait de le repousser. Adrien la rattrapa alors qu'elle s'effondrait, son poids léger dans ses bras, sa peau brûlante contre ses mains froides, et il baissa les yeux pour voir les veines ramper sur ses avant-bras, sombres et pulsantes, une malédiction qu'il avait déjà vue une fois, la nuit où Elara était morte,
La nuit où elle avait pressé sa paume ensanglantée contre les cordes du piano et murmuré des mots qu'il n'avait pu entendre, scellant sa rage et son chagrin dans le bois, le fil et la tente. Le journal gisait ouvert sur le sol, ses pages s'enflammant d'une flamme d'argent qui ne dégageait aucune chaleur mais remplissait la pièce de lumière. Et Adrian regarda les mots brûlés jusqu'à devenir visibles sur la page supérieure. L'écriture incontestablement celle d'Elara, élégante et furieuse. Celui ou celle qui joue ma chanson portera ma mort, à moins que le roi ne rende ce qu'il a volé. La femme dans ses bras haletait, sa respiration courte et paniquée, et elle tourna son visage vers lui, ses yeux grands ouverts et aveugles, mais le trouvant tout de même, sa voix tremblante alors qu'elle disait qu'elle avait seulement voulu jouer, que la porte était ouverte, qu'elle n'avait pas eu l'intention de prendre quoi que ce soit, et Adrian sentit quelque chose se briser dans sa poitrine face à une telle innocence, à ce terrible hasard, car cette femme n'avait aucune idée de l'endroit où elle était entrée, aucune idée que son désir d'abri et de musique venait de signer son arrêt de mort. Il lui dit qu'elle avait tout pris. Sa voix rauque d'un chagrin qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis 2 siècles lui dit que cette mélodie était morte avec Elara, et que maintenant elle la tuait elle aussi. Et la femme le fixa avec un mélange de terreur et de fureur, ses mains tremblant alors qu'elle baissait les yeux sur les veines noires qui se propageaient sur sa peau, visibles même pour elle par la façon dont elle tiraillait et brûlait. L'esprit d'Adrian s'emballa, cataloguant les détails avec l'efficacité froide de quelqu'un qui avait régné pendant 300 ans. La malédiction était un nœud de la veuve, conçu pour transférer la mort de la victime originelle sur quiconque déclencherait le sort. Une punition qu'Elara avait conçue dans ses dernières heures, quand elle savait qu'il scellerait cette pièce et ne dirait jamais la vérité. Et la seule façon de le briser était qu'Adrian rende ce qu'il avait volé, bien que le journal ne spécifiât pas ce que c'était ni comment il était censé le rendre. La femme se débattait maintenant, essayant de s'asseoir, sa voix gagnant en force, alors qu'elle exigeait de savoir ce qui se passait, qui il était, ce qu'il lui avait fait. Et Adrian sentit une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis très longtemps, la présence de quelqu'un qui refusait de se laisser intimider par lui, qui le regardait avec colère plutôt qu'avec déférence, et il réalisa soudain qu'il ne connaissait même pas son nom. Il le lui demanda, sa voix plus calme maintenant, et elle lui dit entre les dents qu'elle s'appelait Iris Tremaine, une pianiste du village de Kinloch, qu'elle avait marché sur la lande quand la tempête avait frappé et avait vu les lumières du château, trouvé la porte ouverte, entendu le piano l'appeler comme les beaux instruments le faisaient toujours, et qu'elle avait simplement voulu jouer, rien de plus, rien de moins. Adrian la regarda. Cette étrangère qui avait trébuché dans son passé et tiré la goupille d'une grenade qu'il avait passé 2 siècles à essayer d'enterrer, et il sentit le poids de sa mortalité dans ses bras, la chaleur de sa peau, le pouls rapide comme un lapin à sa gorge, et il sut avec une certitude absolue que s'il ne trouvait pas un moyen de briser cette malédiction, elle mourrait de la même mort qu'Elara, lentement et dans l'agonie, son corps se consumant de l'intérieur. Les flammes du journal s'estompaient maintenant, les mots s'enfonçant à nouveau dans la page, et Adrian prit une décision née du désespoir et d'une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Il souleva Iris dans ses bras, ignorant ses protestations, et la porta hors du salon de musique, descendant l'escalier en colimaçon, à travers des couloirs qui n'avaient pas vu de pas vivant depuis des décennies, vers la seule personne qui pourrait peut-être l'aider, son médecin de cour, Halloran, qui était en vie depuis assez longtemps pour avoir vu des malédictions comme celle-ci auparavant. La tempête faisait rage à l'extérieur, la pluie martelant les murs du château, et Adrian se déplaça dans l'obscurité avec Iris blottie contre sa poitrine, sa tête ballottant contre son épaule, les veines noires maintenant visibles jusqu'au coude, et il sentit la terrible ironie de la situation s'abattre sur lui comme un linceul. Il avait scellé l'aile est pour échapper à son chagrin, pour enfermer le souvenir de ses échecs, et maintenant ces échecs avaient trouvé une nouvelle victime,
une femme innocente qui n'avait voulu rien de plus que jouer une chanson sous la pluie. Alors qu'il la transportait à travers la grande salle vers son bureau privé, Adrian jeta un coup d'œil au visage d'Iris, pâle et tiré par la douleur, et vit en elle l'écho de tous ceux qu'il n'avait jamais réussi à sauver, et il fit le vœu silencieux qu'il n'échouerait pas à nouveau, même si cela signifiait rouvrir chaque blessure qu'il avait passé 2 siècles à essayer de refermer, même si cela signifiait dire à haute voix la vérité qu'il avait cachée à sa cour, à son peuple et à lui-même. Le bureau d'Adrian était une forteresse de bois sombre et de secrets plus anciens, des étagères grimpant jusqu'à des plafonds voûtés, remplis de livres reliés de cuir et écrits dans des langues que la plupart des humains vivants avaient oubliées. Et il déposa Iris sur le canapé en cuir près de la cheminée, où les braises rougeoyaient, puis se dirigea vers le cordon de la sonnette et convoqua Halloran avec 3 coups secs qui réveilleraient le médecin ou qu'il dorme dans le château. Iris était consciente mais s'affaiblissait, sa respiration était superficielle, les veines noires rampant maintenant au-delà de ses coudes vers ses épaules, et Adrian se surprit à observer la progression avec un détachement clinique qui ne masquait pas tout à fait la panique montante en dessous, car il avait déjà vu cela, avait regardé ces mêmes veines consumer Elara dans les heures qui suivirent de la naissance de leur fils, lui avait tenu la main alors que la malédiction qu'elle avait activée de son propre sang l'attirait vers les ténèbres. Halloran arriva en quelques minutes. Un grand vampire aux cheveux argentés attachés en arrière et à l'allure de quelqu'un qui avait suturé des blessures et réduit des fractures pendant 4 siècles, sa trousse médicale déjà à la main, et il jeta un seul regard à Iris et jura doucement dans une langue antérieure à l'anglais, s'agenouillant à côté d'elle pour examiner les veines avec des doigts doux qui savaient exactement ce qu'il voyait. Adrian se tenait en retrait, les bras croisés, son visage un masque de contrôle, et attendit que Halloran ait terminé son examen, vérifiant le pouls, la température et la vitesse à laquelle la malédiction se propageait. Et quand le médecin leva enfin les yeux, son expression était si sombre qu'elle serra la poitrine d'Adrian, bien que son cœur n'eût pas battu depuis 300 ans. Halloran confirma ce qu'Adrian craignait déjà, une malédiction du nœud de la veuve, liée au sang et scellée par l'intention, conçue pour transférer la mort de la victime originelle sur quiconque déclencherait le sort. Et la progression suggérait qu'Iris avait 72 heures au plus avant que la malédiction n'atteigne son cœur, et ne l'arrête de la même manière qu'elle avait arrêté celui d'Elara. Adrian demanda s'il y avait un contresort, une intervention médicale, quoi que ce soit qui puisse ralentir ou arrêter le processus. Et Halloran secoua la tête, sa voix calme mais ferme, expliquant que les malédictions du nœud de la veuve comptaient parmi les formes les plus anciennes et les plus vicieuses de la magie du sang, conçues spécifiquement pour être incassables par quiconque, sauf la personne qui avait causé la dette originelle. Le seul remède était qu'Adrian rende ce qu'il avait volé, quoi que cela signifie, et qu'il avoue le vol à haute voix devant des témoins, de préférence la cour, car la confession publique était ce qui donnait sa libération à la magie, la reconnaissance du méfait aux yeux de ceux qui comptaient. La mâchoire d'Adrian se crispa, ses mains se refermèrent en poing à ses côtés, et il dit à Halloran de trouver un autre moyen, sa voix tranchante d'une autorité qui avait gouverné les territoires du Nord plus longtemps que la plupart des vampires n'avaient vécu. Mais Halloran soutint son regard sans ciller et dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen, pas pour cela, pas quand la malédiction avait été conçue avec une telle précision et une telle rage. Adrian se détourna, fixant le feu, et refusa d'expliquer ce qu'il avait volé. Refusa de reconnaître la question dans les yeux de Halloran, et le médecin soupira et dit qu'il consulterait ses textes, verrait s'il y avait un précédent pour briser un nœud de la veuve sans une confession complète, mais son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. Pendant que les 2 vampires se disputaient à voix basse près de la cheminée, Iris se redressa sur le canapé, son corps protestant contre le mouvement, ses mains tremblant alors qu'elle s'appuyait sur les coussins
et essayait de s'orienter dans une pièce qu'elle ne pouvait pas voir. Ses doigts trouvèrent de l'accoudoir, la texture du vieux cuir usé par des siècles d'utilisation, et elle se leva lentement, testant son équilibre, la malédiction rendant ses membres lourds et déconnectés, et elle commença à explorer le bureau au toucher. Comme elle avait navigué dans le monde depuis qu'elle avait perdu la vue 7 ans plus tôt dans un accident auquel elle ne se permettait pas de penser. Ses mains suivirent le mur, trouvant les dos des livres, les bords des cadres, la surface froide d'une table d'appoint, puis ses doigts effleurèrent quelque chose de petit et de métallique, une boîte à musique perchée sur une étagère à hauteur d'épaule, et elle la souleva délicatement, la tournant dans ses mains pour sentir les gravures délicates sur le couvercle. Elle trouva la clé de remontage sur le côté et la tourna, le mécanisme s'enclenchant et se libérant. Et la mélodie qui s'en échappa était douloureusement familière. Les 47 mêmes notes qu'elle avait jouées dans le salon de musique, la séquence qui avait déverrouillé le journal et déclenché la malédiction. Et Iris se figea, alors que le son remplissait le bureau silencieux, chaque note un petit marteau frappant son cœur. Elle retourna la boîte, ses doigts trouvant une plaque gravée sur le fond, et elle traça lentement les lettres, lisant au toucher comme elle avait appris à tout lire. Pour notre fils, qui ne l'entendra jamais, puis une seule lettre, E. La prise de conscience la frappa comme de l'eau froide, la compréhension inondant la confusion et la peur. Elara avait eu un enfant. Adrienne avait eu un enfant. Et cette mélodie était destinée à un fils qui n'a jamais vécu assez longtemps pour entendre sa mère jouer. La voix d'Adrienne coupa ses pensées, tranchante et trop proche, lui demandant ce qu'elle faisait, et Iris se tourna vers lui, la boîte à musique jouant toujours dans ses mains. Et elle lui demanda directement pourquoi Elara avait écrit une berceuse pour un fils qui ne l'avait jamais entendue. Le silence qui suivit fut suffocant, rompu seulement par la musique tintinabulante, puis Adrienne traversa la pièce en 2 enjambées et lui arracha la boîte à musique des mains, son contrôle se fracturant, et il la projeta contre le mur où elle se brisa en morceaux, des engrenages et des ressorts s'éparpillant sur le sol, la mélodie mourant en pleine note. Iris tressaillit, mais ne recula pas, sa colère montant pour rencontrer la sienne, et elle exigea la vérité, sa voix tremblante mais ferme, lui disant qu'elle était en train de mourir à cause de ses secrets, et qu'elle méritait de savoir pourquoi elle payait. Adrian se tenait dos à elle, les épaules rigides, et pendant un long moment, Iris pensa qu'il ne répondrait pas. Mais ensuite il commença à parler, sa voix basse et rauque, les mots arrachés de lui comme des éclats d'obus d'une blessure. Il lui raconta qu'Elara était morte en couche, que l'accouchement s'était mal passé, qu'elle avait trop saigné et que les guérisseurs n'avaient pas pu l'arrêter. Et dans les derniers instants avant sa mort, elle avait mis au monde un fils, une petite chose fragile qui avait pris 3 respirations et pleuré une fois avant que son cœur ne commence à défaillir. Adrian l'avait tenu, cette créature incroyablement petite avec les cheveux sombres d'Elara et sa propre peau pâle, et il avait fait un choix né du désespoir et de l'arrogance. Il s'était mordu le poignet et l'avait pressé contre la bouche du nourrisson, forçant son sang à passer les lèvres du bébé, croyant que le sang de vampire pouvait tout guérir, qu'il pouvait transformer son fils et le sauver, qu'il pouvait tromper la mort comme il l'avait lui-même trompé 3 siècles auparavant. Mais le garçon était trop humain, trop nouveau, son corps trop petit pour survivre à la transformation, et le sang de vampire qui aurait dû le guérir brûla à la place dans ses veines comme de l'acide, et le bébé hurla, un son qu'Adrian entendrait pour le reste de sa vie immortelle. Puis le garçon devint silencieux et immobile, mourant pour la 2e fois dans les bras de son père. La voix d'Adrian se brisa sur les derniers mots, ses mains s'appuyant sur le manteau de la cheminée, et il dit que ce qu'il avait volé, c'était ces 3 minutes, le temps entre la première mort et la seconde. Le choix de laisser son fils partir en paix
au lieu de le forcer à souffrir parce qu'Adrian ne pouvait accepter la perte. Iris resta très immobile, sa colère se dissolvant en quelque chose de plus doux et de plus douloureux, et elle dit doucement qu'il n'avait pas volé du temps. Il avait essayé d'en donner plus à son fils. Mais Adrian secoua la tête et dit qu'Elara ne l'avait jamais vu de cette façon, qu'elle l'avait regardé torturer leur enfant mourant et ne lui avait jamais pardonné, qu'elle avait écrit la malédiction de son propre sang la nuit de sa mort et l'avait scellée dans le piano, parce qu'elle savait qu'Adrian verrouillerait la pièce et ne parlerait jamais de ce qui s'était passé, n'admettrait jamais son échec à la cour ou à lui-même. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du crépitement du feu, et Iris sentit le poids de son chagrin peser sur l'air entre eux, des siècles de chagrin comprimés en ce seul instant, et elle comprit soudain que la malédiction ne concernait pas la punition, mais la révélation, le fait de forcer Adrian à dire à haute voix la vérité qu'il avait enterrée. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta, la tête légèrement inclinée, car elle entendit quelque chose que les autres n'entendaient pas. Un murmure, faible et féminin, venant de quelque part derrière elle, et elle se tourna vers le son, ses yeux aveugles se fixant sur le grand miroir monté sur le mur au-dessus d'un bureau. Le murmure devint plus clair, des mots se formant dans une voix douce et triste, teintée d'acier, et Iris réalisa avec un choc qui lui glaça le sang qu'elle entendait un fantôme, que l'esprit d'Elara était lié au journal et parlait maintenant, tendant la main par-delà la mort pour délivrer un message. Le fantôme dit qu'Adrian pensait avoir volé du temps, mais que ce n'était pas le vol, il avait volé son pardon, le lui avait pris en cachant la vérité, en réécrivant la mort de leur fils en quelque chose d'aseptisé et de sûr. Et le fantôme dit à Iris de lui faire se souvenir de ce qu'il devait, de lui faire prononcer les mots qu'il avait enfermés. Le souffle d'Iris se coupa, ses mains tremblant, et elle demanda à voix haute si quelqu'un d'autre entendait cela, sa voix incertaine. Et Adrian se tourna brusquement, ses yeux se plissant alors qu'il lui demandait ce qu'elle voulait dire. Iris décrivit la voix, les mots, et le visage d'Adrian devint pâle, plus pâle que la mort, car il comprit immédiatement. La malédiction avait donné à Elara un moyen de communiquer, mais seulement avec Iris, seulement avec la femme qui ne pouvait pas voir et percevait donc le monde par le son et la sensation d'une manière que les voyants ne pouvaient pas. Halloran s'avança, son expression fascinée et troublée, et il confirma que les fantômes liés à des objets pouvaient parfois se manifester à ceux qui avaient une sensibilité accrue, que la cécité d'Iris pouvait la rendre plus sensible aux fréquences sur lesquelles les esprits parlaient, et Adrian regarda Iris avec un mélange d'admiration et d'horreur, réalisant qu'elle n'était pas seulement une victime de la malédiction, mais un canal pour la volonté d'Elara. Iris sentit le poids de cette prise de conscience s'abattre sur elle. La compréhension qu'elle était prise entre les vivants et les morts, entre la honte d'un roi et la rage d'une reine, et elle sut avec une clarté soudaine que sa survie ne dépendait pas de briser la malédiction par la magie ou la médecine, mais de convaincre Adrian de faire ce qu'Elara exigeait, de dire la vérité qu'il avait cachée pendant 2 siècles, de rendre le pardon qu'il avait volé en refusant de laisser son échec être connu. Elle regarda vers Adrian, ou là où elle sentait qu'il se tenait, et dit qu'Elara ne voulait pas sa mort, elle le voulait honnête, et la réponse d'Adrian fut un rire amer, creux et tranchant, car il savait que l'honnêteté lui coûterait tout, sa réputation, son autorité, peut-être son trône, car les clans du Sud attendaient une excuse pour contester son règne et une confession publique de la violation de la loi de la transformation. D'avoir tenté de transformer un nourrisson sans consentement leur donnerait exactement ce dont ils avaient besoin. Le feu crépita et siffla, des ombres dansant sur les murs, et Iris sentit les veines noires pulser dans ses bras. Un rappel constant que le temps pressait, 72 heures pour défaire 2 siècles de silence. Et elle se demanda si Adrian choisirait sa vie plutôt que sa fierté, ou si elle mourrait comme Elara était morte, une victime de son incapacité à lâcher prise.
Iris avait mal dormi dans une chambre d'amis, qui sentait le renfermer et la vieille pierre, ses rêves hantés par des murmures, et la sensation fantôme de veines noires rampant sous sa peau. Et quand Adrian vint la chercher juste après l'aube, elle était déjà réveillée, vêtue de vêtements empruntés qui flottaient sur sa silhouette, ses mains tremblant alors qu'elle traçait les veines qui atteignaient maintenant ses coudes, s'étendant comme des racines sombres vers ses épaules. Il lui dit qu'ils allaient essayer quelque chose, sa voix soigneusement neutre, et il la conduisit dans les profondeurs du château, à travers des couloirs qui devenaient plus froids et plus étroits jusqu'à ce qu'ils atteignent un escalier en colimaçon taillé directement dans la roche, les marches usées par des siècles de pas, et Iris compta chacune d'elles pendant leur descente, 43 au total, sa main suivant le mur pour garder l'équilibre tandis que la présence d'Adrian se déplaçait juste devant elle, silencieuse et tendue. L'air changea en bas, devint plus lourd, épais de l'odeur de la terre et de quelque chose de métallique qui lui fit penser à du vieux sang, et la main d'Adrian trouva son coude, la guidant en avant sur la pierre inégale, et il lui dit qu'ils étaient dans la crypte de la chapelle, sous les plus anciennes fondations du château, où les rois et les reines du territoire du Nord reposaient depuis 1000 ans. Iris sentit l'espace s'ouvrir autour d'elle, l'acoustique changeant pour suggérer de hauts plafonds voûtés, et elle entendit le doux sifflement des bougies qui brûlaient, bien qu'Adrien lui ait dit que c'étaient des flammes enchantées qui ne consumaient jamais leurs mèches, ne s'éteignaient jamais, une veille éternelle pour les morts éternels. Il la conduisit au centre de la crypte et s'arrêta, et Iris le sentit s'éloigner. Entendit le bruissement du tissu alors qu'il s'agenouillait, et elle demanda doucement ce qu'il faisait ici. La voix d'Adrien était basse et tendue, expliquant qu'il pensait qu'une confession privée pourrait peut-être satisfaire la malédiction, que dire la vérité directement à Elara, à l'endroit où son corps reposait, pourrait suffire à briser le sort sans le spectacle public qui détruirait tout ce qu'il avait construit. Et Iris entendit l'espoir désespéré sous ces mots, la supplique d'un homme à court d'options. Elle demanda où était Elara, et Adrien décrivit le tombeau. Un cercueil de verre élevé sur une plateforme de pierre, le corps d'Elara préservé à l'intérieur, inchangé par le temps, ses mains croisées sur sa poitrine et enveloppé de chaînes d'argent, un rite funéraire de vampire destiné à empêcher les morts de se relever, destiné à les garder paisiblement dans la terre. Iris s'avança prudemment, les mains tendues, jusqu'à ce que ses doigts trouvent le verre, lisse et froid, et elle en traça la surface, sentant la vibration subtile de la magie qui le parcourait, un sort de préservation qui tenait la décomposition à distance. Adrien parlait maintenant, sa voix rude et hésitante, et Iris l'entendit poser quelque chose à côté du cercueil. Entendit le faible cliquetis du métal et des morceaux brisés, et elle réalisa qu'il avait apporté la boîte à musique brisée, celle qu'il avait détruite dans son bureau, une offrande ou des excuses, ou les deux. Il commença sa confession, les mots arrachés de lui comme des clous du bois, disant au fantôme d'Elara qu'il était désolé, qu'il l'avait déçu et avait déçu leur fils, qu'il avait essayé de sauver le garçon et n'avait réussi qu'à le faire souffrir, qu'il avait volé ses 3 minutes et ne pourrait jamais les rendre. Iris resta très immobile, écoutant, ses mains reposant sur le cercueil de verre, et elle sentit l'air se refroidir, sentit la magie dans la pièce changer et s'enrouler comme une chose vivante. Puis elle entendit les chaînes d'argent enroulées autour des poignets d'Elara, et elles commencèrent à cliqueter et à siffler, et la confession d'Adrian s'interrompit avec une inspiration brusque. Les chaînes s'enflammèrent, un feu d'argent jaillissant sur toute leur longueur, et Adrian poussa un cri, un son d'agonie pure, et Iris l'entendit reculer en titubant, entendit l'odeur écœurante de chair brûlée remplir la crypte, et elle se tourna vers lui, tendant les mains. Mais avant qu'elle ne puisse parler, la voix d'Elara remplit l'espace, non plus un murmure, mais une présence entière, audible et indéniable. Ces mots résonnant sur les murs de pierre,
avec le poids de 2 siècles de rage silencieuse. Le fantôme dit qu'Adrian avait caché la mort de leur fils à la cour, qu'il leur avait dit qu'Elara était morte seule en couche, que l'enfant était mort-né, n'avait jamais respiré, n'avait jamais existé au-delà d'un espoir déçu. Et la voix d'Elara n'était pas cruelle, mais elle était implacable, exigeant qu'Adrien dise la vérité là où il l'avait tue, devant la cour à qui il avait menti, sinon Iris mourrait comme Elara était morte, seule et entourée de mensonges. La révélation frappa Iris comme un coup physique, la compréhension se cristallisant dans son esprit. Adrian n'avait pas seulement échoué à sauver son fils, il l'avait effacé, avait réécrit toute la tragédie pour se protéger, pour éviter les conséquences politiques d'admettre qu'il avait essayé de transformer un nourrisson humain, violant l'une des plus anciennes lois des vampires, la loi qui interdisait la transformation sans un consentement clair et éclairé. Elle se tourna vers l'endroit où elle sentait Adrian, sa voix tremblante alors qu'elle disait qu'il ne les avait pas seulement perdus, il les avait effacés, en avait fait des fantômes pour de vrai, et la réponse d'Adrian fut un son brisé, mi-sanglot, mi-rire amer, et il dit oui, il avait menti à la cour, leur avait dit que l'enfant était mort-né pour éviter les questions, pour éviter d'admettre ce qu'il avait fait dans ces 3 minutes désespérées. La colère d'Iris monta, chaude et clarifiante, car elle comprenait maintenant que ce n'était pas seulement une question de chagrin ou d'échec, c'était une question de lâcheté, de choisir la survie politique plutôt que d'honorer les morts, et elle lui demanda pourquoi, exigea de savoir pourquoi son trône importait plus que la mémoire de son fils. La voix d'Adrian venait du sol où il s'était effondré, ses mains brûlées et inutiles, et il lui dit que si la cour apprenait la vérité, ils auraient des motifs pour le déposer, que les clans du Sud cherchaient une faiblesse depuis 200 ans, attendant la preuve qu'il était inapte à régner, et une confession qu'il avait violé la loi de la Transformation, qu'il avait torturé un nourrisson dans une tentative de transformation ratée, leur donnerait exactement ce dont ils avaient besoin. Il dit que son règne était tout ce qui se dressait entre les territoires du Nord et la guerre civile, que les clans du Sud fractureraient l'alliance que sa famille avait passé des siècles à construire, et il avait choisi la stabilité plutôt que l'honnêteté, avait choisi la vie de milliers de personnes plutôt que la mémoire d'un seul. Iris se tenait au-dessus de lui, les veines noires pulsant dans ses bras, un rappel constant qu'il lui restait peut-être 48 heures avant que son cœur ne s'arrête, et elle sentit une étrange clarté s'installer en elle, le genre de clarté qui vient quand il n'y a plus rien à perdre. Elle lui dit qu'elle comprenait son choix, comprenait le poids impossible de gouverner, mais que la compréhension ne rendait pas la chose juste, ne changeait pas le fait qu'il avait laissé la peur faire de lui exactement le genre de roi qui méritait d'être défié. Sa voix était stable maintenant, féroce, et elle dit que s'il voulait briser la malédiction, s'il voulait lui sauver la vie et honorer la demande d'Elara, alors il ferait en sorte que la cour écoute, ensemble. Adrian leva les yeux vers elle. Elle pouvait sentir son regard même si elle ne pouvait pas le voir. Et il demanda ce qu'elle voulait dire, sa voix rauque de douleur et de confusion. Iris s'agenouilla à côté de lui, ses mains trouvant les siennes, brûlées, la chair chaude et endommagée sous ses doigts, et elle lui dit qu'elle se tiendrait à ses côtés quand il ferait sa confession. Non pas comme une victime qu'il avait condamnée, mais comme un témoin qui choisissait d'être là, et qu'elle jouerait à nouveau la mélodie, les 47 notes qui avaient déclenché ce cauchemar, et qu'elle forcerait la cour à voir la malédiction se propager sur sa peau, à entendre la voix d'Elara, à comprendre que ce n'était pas de l'histoire ancienne, mais une blessure vivante qui exigeait d'être reconnue. Elle dit qu'il rendrait impossible pour la cour de détourner le regard, impossible pour eux de rejeter sa confession comme une faiblesse, car elle serait la preuve vivante que le silence avait des conséquences, que les mensonges tuaient. Adrian la fixa, son expression passant du désespoir à quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir, fragile et hésitant, et il lui demanda pourquoi elle ferait cela. Pourquoi elle risquerait de se tenir à ses côtés alors que le jugement de la cour pourrait aussi tomber sur elle?
Iris sentit la question s'installer dans sa poitrine, sentit la réponse honnête monter avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Parce qu'elle avait passé 7 ans depuis la perte de sa vue à apprendre à naviguer dans un monde qui la traitait comme invisible ou brisée, et elle était fatiguée d'être passive, fatiguée de laisser la peur des autres dicter ses choix, et si elle devait mourir dans 48 heures, elle voulait que cela ait un sens, voulait utiliser le temps qui lui restait pour s'assurer qu'un enfant qui avait vécu 3 minutes soit enfin vraiment vu. Elle ne dit pas l'autre chose qu'elle ressentait. La vérité inconfortable qui commençait à prendre forme sous sa colère et sa détermination. Qu'elle voulait qu'Adrian soit libéré de cela, voulait qu'il arrête de porter ce poids seul, voulait voir quel genre d'homme il pourrait devenir s'il se permettait de faire son deuil honnêtement au lieu de régner derrière des murs de culpabilité et de secret. La main d'Adrian se tourna dans la sienne, ses doigts brûlés serrant doucement malgré la douleur, et il dit son nom comme une prière, comme des excuses, et pour la première fois, depuis qu'elle avait trébuché dans le salon de musique et déclenché une malédiction vieille de 200 ans, Iris sentit le sol bouger sous elle, sentit la nature de leur relation passer de ravisseur et victime à quelque chose de plus compliqué, quelque chose qui ressemblait presque à un partenariat. La voix d'Elara revint, plus douce maintenant, approbatrice, disant que c'était ce qu'elle avait voulu, non pas la vengeance mais la reconnaissance, non pas la destruction d'Adrian, mais sa transformation. Et le fantôme leur dit que la confession à la cour devait avoir lieu dans les 2 jours, avant que la malédiction n'achève son œuvre, et que tous deux devaient être présents, tous deux devaient parler, car la vérité exigeait plusieurs voix pour être crue. Les bougies vacillèrent bien qu'il n'y eut pas de vent, et Iris sentit la température baisser davantage, sentit la présence d'Elara commencer à se retirer, et elle cria, demandant au fantôme si cela serait suffisant, si une confession publique briserait vraiment la malédiction, et la réponse d'Elara vint, faible et s'estompant. Elle briserait la malédiction si Adrian disait non seulement ce qu'il avait fait, mais ce qu'il avait pris, s'il nommait son fils à haute voix, donnait au garçon l'identité qu'Adrian avait volée en le déclarant mort-né, et alors seulement la dette serait payée. La crypte tomba dans le silence, à l'exception de la respiration saccadée d'Adrian et du sifflement éternel des flammes enchantées, et Iris l'aida à se relever, ses mains soutenant les siennes, brûlées, et ils se tinrent ensemble dans l'obscurité froide, 2 personnes liées par la magie, la mortalité et un choix qui les sauverait tous les deux ou les détruirait ensemble. Et Iris réalisa soudain qu'elle n'avait plus peur de mourir, elle avait peur d'échouer, peur qu'Adrian perde son courage au dernier moment et choisisse son trône plutôt que la vérité, et qu'elle doive le regarder répéter la même erreur qu'il avait damnée 200 ans plus tôt. Adrian sembla sentir sa peur car il lui dit doucement qu'il le ferait, qu'il se tiendrait devant la cour et confesserait tout, et s'il lui prenait sa couronne, il accepterait cette conséquence, car Elara avait raison. Il avait volé plus que du temps. Il avait volé l'existence de son fils, et aucun trône ne valait ce prix. Iris sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, sentit le premier fil de confiance se tisser entre eux, et elle dit qu'ils affronteraient la cour ensemble. Et quoi qu'il arrive après, au moins la vérité serait dite. Au moins un petit garçon qui avait vécu 3 minutes aurait enfin un témoin qui reconnaissait qu'il avait été réel. Adrian convoqua la cour au coucher du soleil. Se tenant dans la grande salle de Blackthorn avec le poids de 2 siècles pesant sur ses épaules. Et il envoya des messagers à chaque grande maison des territoires du Nord, avec un avis formel citant une affaire de loi du sang qui exigeait une assemblée immédiate, sachant que cette phrase les attirerait comme des requins vers le sang, car la loi du sang n'était invoquée que lorsque d'anciennes règles avaient été enfreintes ou étaient sur le point de l'être. Il ne mentionna pas Iris dans la convocation, n'expliqua pas la nature de la confession qu'il prévoyait de faire, mais il savait que les rumeurs s'étaient déjà répandues dans le château comme une traînée de poudre, les serviteurs chuchotant à propos de la femme humaine aveugle dans l'aile est, des marques de malédiction sur ses bras.
du roi la transportant à travers les salles en pleine nuit, et au moment où les premiers membres de la cour commencèrent à arriver, l'histoire avait développé des dents et des griffes. Dame Séraphine Voss des clans du Sud arriva 6 heures en avance, son timing délibéré et calculé, entrant dans le château avec un entourage qui comprenait 3 journalistes portant des caméras enchantées conçues pour capturer l'aura et l'essence plutôt que la simple image physique, et un arbitre légal dont la présence annonçait que Séraphine s'attendait à ce que des règles soient enfreintes et voulait des documents. Adrian la rencontra dans la grande salle, son expression soigneusement neutre, et Séraphine sourit avec la froideur particulière de quelqu'un qui avait attendu 200 ans une opportunité et la voyait enfin approcher. Elle était belle comme le sont souvent les anciens vampires, ses traits affinés par les siècles en quelque chose de presque porcelaine, ses cheveux sombres ramenés en arrière d'un visage qui ne révélait rien, et quand elle parla, sa voix portait le poids du langage formel de la cour, interrogeant Adrian sur les rumeurs, sur la femme humaine, sur la raison pour laquelle le roi avait invoqué la loi du sang sans fournir de contexte. Adrian lui dit que tout serait expliqué lors de la session formelle, qu'il avait réuni la cour pour une confession publique, et les yeux de Séraphine brillèrent d'intérêt, alors qu'elle demandait ce qu'il prévoyait exactement de confesser. Mais Adrian refusa d'élaborer, sa mâchoire tendue par une tension qu'il ne pouvait tout à fait cacher. Séraphine laissa le silence s'étirer, puis mentionna presque nonchalamment qu'elle avait entendu dire qu'Adrian hébergeait une humaine sur les terres du château, une femme qui était entrée sans invitation ni documents appropriés, et selon le traité qui régissait les relations entre humains et vampires, tout humain sur une terre de vampires protégée nécessitait une invitation écrite explicite, attestée par au moins 2 membres de la cour. Sinon, leur présence constituait une intrusion et le vampire en question pouvait être accusé d'enlèvement ou de détention illégale. Adrian sentit le piège se refermer, mais garda sa voix égale en expliquant qu'Iris Tremen était son invitée, qu'elle avait cherché refuge pendant une tempête et qu'il le lui avait offert, et Séraphine hocha lentement la tête, son expression sympathique d'une manière qui fit hurler de danger les instincts d'Adrian, et elle dit qu'elle aimerait beaucoup rencontrer cette invitée, pour s'assurer qu'elle était traitée de manière appropriée et n'était soumise à aucune contrainte. Adrian n'eut d'autre choix que d'accepter, le protocole l'exigeait, et il conduisit Séraphine et son entourage au salon où Iris attendait, vêtue de vêtements empruntés qui la marquaient comme déplacée, ses mains jointes sur ses genoux pour cacher les veines noires qui atteignaient maintenant ses coudes et rampaient vers ses épaules. Séraphine entra avec la grâce délibérée d'un prédateur évaluant sa proie, son regard absorbant chaque détail, et elle se présenta à Iris avec une courtoisie parfaite, demandant comment la jeune femme était arrivée au château de Blackthorn, si elle se sentait en sécurité, si elle était libre de partir si elle le souhaitait. Iris répondit prudemment, sa voix stable malgré la peur qu'Adrian pouvait voir dans la tension de ses épaules, expliquant qu'elle s'était perdue dans la tempête, avait trouvé une porte ouverte, joué du piano dans ce qu'elle pensait être une pièce abandonnée, et c'est là que les choses avaient mal tourné, bien qu'elle n'ait pas précisé ce que mal tourné signifiait. L'attention de Séraphine s'aiguisa, ses yeux tombant sur les mains d'Iris, et elle demanda à Iris de lui montrer ses paumes, s'il vous plaît, juste une formalité. Et quand Iris hésita, la voix de Séraphine devint soyeuse et ferme, lui rappelant qu'en tant que représentante des clans du Sud, elle avait l'autorité de garantir le respect du traité. Iris desserra lentement ses mains et les tendit, et les veines noires étaient visibles même dans la pénombre, se propageant comme des fissures dans la porcelaine, et Séraphine inspira brusquement, reculant et invoquant la loi de quarantaine avec l'efficacité de quelqu'un qui avait planifié ce moment précis. Elle déclara qu'Iris était contaminée par la magie noire, que sa présence représentait une menace potentielle pour la cour et pour elle-même, et que pour sa propre protection et la sécurité des autres, elle devait être isolée dans des quartiers protégés par des sceaux jusqu'à ce que la malédiction soit identifiée et neutralisée, ou jusqu'à ce qu'elle y succombe, selon la première éventualité.
Adrian commença à protester, mais Séraphine le coupa, sa voix se durcissant alors qu'elle lui rappelait que la loi de quarantaine primait sur les préférences personnelles, qu'elle existait précisément pour empêcher la propagation des malédictions et que s'il refusait de se conformer, elle aurait des motifs pour appeler à un vote de défiance envers son leadership dès maintenant, ce soir, avant même le début de la session de la loi du sang. Adrian regarda Iris, vit la peur dans ses yeux aveugles et fit un calcul qui lui donna l'impression d'avaler du verre. Il hocha la tête en signe d'accord, sachant que combattre Séraphine maintenant ne ferait qu'empirer les choses, lui donnerait des munitions pour prétendre qu'il agissait de manière irrationnelle, et il se dit qu'il pourrait mieux protéger Iris en jouant le jeu, en gardant son capital politique pour la confession elle-même. Iris fut emmenée dans une chambre d'amis, protégée dans la tour nord, escortée par deux des gens de Séraphine, et Adrian la regarda partir avec un sentiment de malaise dans l'estomac, sachant qu'il venait de commettre la même erreur qu'il commettait toujours, choisissant la stratégie plutôt que l'honnêteté, le contrôle plutôt que la confiance. Iris était assise dans la chambre protégée et sentait les murs se refermer sur elle, non pas physiquement mais magiquement, les runes gravées dans la pierre vibrant à une fréquence qui lui faisait mal aux dents et lui picotait la peau, et elle comprit que ces protections étaient conçues pour supprimer la magie, pour contenir les malédictions, pour empêcher tout ce qui était surnaturel d'entrer ou de sortir. La pièce était petite et froide, éclairée par une seule bougie que les gens de Séraphine avaient laissée sur une table avant de verrouiller la porte, et Iris explora l'espace au toucher, cartographiant les dimensions, le lit contre un mur, la chaise, la porte sans poignée à l'intérieur, la fenêtre trop étroite pour qu'un corps puisse y passer même si elle pouvait l'atteindre. Elle sentait les veines noires pulser dans ses bras, un rappel constant que le temps pressait. Peut-être 36 heures maintenant, avant que la malédiction n'atteigne son cœur, et elle essayait de ne pas penser à mourir seule dans cette cellule de pierre pendant qu'Adrian faisait sa confession sans elle. Elle s'assit sur le lit et s'enlaça, et c'est alors qu'elle entendit à nouveau la voix d'Elara, plus claire qu'auparavant, non plus un murmure, mais une présence qui remplissait la petite pièce d'une certitude froide. Le fantôme dit qu'Adrian pensait protéger Iris en se battant seul, qu'il avait fait la même chose avec Elara 200 ans plus tôt, refusant de la laisser partager le fardeau de la mort de leur fils, prenant des décisions pour elle comme si son chagrin et son choix comptaient moins que son besoin de contrôler le résultat, et qu'il perdrait Iris comme il avait perdu Elara, en refusant de la laisser choisir son propre risque. Iris sentit la colère monter, chaude et vive dans sa poitrine, la compréhension s'abattant sur elle comme de l'eau glacée, car elle connaissait maintenant assez bien Adrian pour voir le schéma. Il prévoyait de se confesser devant la cour et de prendre toute la responsabilité, prétendant probablement qu'Iris était une passante innocente qui n'avait rien à voir avec la rupture de la malédiction, et il essaierait de satisfaire les exigences d'Elara sans qu'Iris soit présente, sans reconnaître que la malédiction les avait spécifiquement liés, que son témoignage faisait partie de ce qu'Elara exigeait. Le fantôme le confirma, sa voix triste et savante, expliquant que la malédiction ne pouvait être brisée par la seule confession d'Adrian, qu'Iris devait être là pour en être témoin, pour dire sa propre vérité sur ce qu'elle avait vu et entendu, car la magie exigeait plusieurs voix, exigeait que la femme qui portait la mort reconnaisse l'homme qui l'avait causée, et sans cela, la malédiction continuerait simplement son œuvre. Iris se leva brusquement, ses mains se serrant en poing malgré la douleur que cela provoquait, et elle dit au fantôme d'Elara qu'elle devait s'échapper de cette pièce, qu'elle devait atteindre la cour avant qu'Adrian ne fasse sa confession, et elle demanda si le fantôme pouvait l'aider, s'il y avait un moyen de briser les protections de l'intérieur. La voix d'Elara devint pensive, réfléchie, et elle dit que les protections étaient conçues pour supprimer la magie hostile, mais qu'elles n'étaient pas conçues pour supprimer le son, pas conçues pour reconnaître la musique comme une arme. Et elle rappela à Iris comment elle avait brisé les protections dans le salon de musique en jouant la séquence de 47 notes, comment la magie avait répondu à l'intention et à la mélodie plutôt qu'à la force.
Iris sentit une étincelle d'espoir dans sa poitrine et demanda si chanter fonctionnerait de la même manière, si elle pouvait utiliser sa voix pour fissurer les protections comme elle avait utilisé le piano, et Elara dit oui, si l'intention était pure, si la mélodie portait la vérité plutôt que la tromperie. Les protections se fractureraient, car elles ne pouvaient pas distinguer entre la rupture de malédiction et la création de malédiction, ne pouvaient pas faire la différence entre la magie destinée à nuire et la magie destinée à révéler. Iris prit une profonde inspiration, se ressaisissant, et commença à chanter la mélodie, les 47 notes qui avaient tout déclenché, et sa voix remplit la petite chambre, résonnant sur les murs de pierre, et elle sentit les protections frémir et résister, les sentit repousser le son. Mais elle continua de chanter, mettant tout ce qu'elle avait dans la musique, sa peur, sa colère et sa détermination à ce qu'Adrian ne répète pas ses erreurs, qu'elle ne le laisserait pas l'effacer comme il avait effacé son fils. Les runes sur les murs commencèrent à briller, faiblement d'abord, puis plus vivement, et Iris entendit le bruit de la pierre qui se fissure, des fractures capillaires se propageant à travers les sorts de protection, et elle chanta plus fort, sa voix rauque et féroce, et la serrure de la porte se brisa avec un son de glace qui se rompt. Adrian se tenait dans sa chambre privée avec le docteur Halloran, l'expression du vampire plus âgé grave alors qu'il examinait la progression de la malédiction à travers une série de sorts de diagnostics qui faisaient miroiter et vibrer l'air, et Halloran confirma ce qu'Adrian savait déjà. La malédiction s'était accélérée, les veines atteignant maintenant les épaules d'Iris, et à ce rythme, il lui restait peut-être 12 heures avant qu'elle n'atteigne son cœur, peut-être moins. Adrian demanda s'il y avait un moyen médical de suspendre la malédiction, de leur acheter du temps. Et Halloran resta silencieux un long moment avant d'admettre qu'il y avait une option, dangereuse et irréversible, une transfusion de sang de vampire directement dans le système de la personne maudite, ce qui ralentirait la progression de la malédiction en liant la force vitale du receveur à celle du vampire. C'était une pratique ancienne, expliqua Halloran, appelée un lien de cour, car elle était traditionnellement utilisée par les vampires qui souhaitaient prolonger la vie d'un amant humain sans forcer une transformation complète, un moyen de partager la vitalité sans effacer la mortalité. Mais le lien était absolu et ne pouvait être défait, et si le vampire mourait, l'humain mourait instantanément, son cœur s'arrêtant au moment où la connexion se rompait. Adrian sentit sa poitrine se serrer face aux implications. Comprenant que s'il effectuait cette transfusion et que la Cour le déposait ensuite, s'ils exécutaient la sentence qui suivait parfois la violation de la loi de la transformation, Iris mourrait avec lui, son destin enchaîné au sien d'une manière qui ne lui laissait aucune autonomie, aucun choix. Halloran l'observa attentivement et dit que la transfusion achèterait peut-être 12 heures, assez de temps pour passer la session de la cour, assez de temps pour qu'Adrian fasse sa confession et espère que la rupture de la malédiction prendrait effet avant que le temps emprunté par le lien ne soit écoulé, mais c'était un risque terrible, un pari qui supposait que tout se déroulerait comme prévu. Adrian demanda ce qui se passerait s'il refusait, s'il laissait la malédiction suivre son cours naturel. Et Halloran dit simplement qu'Iris serait morte à l'aube, qu'il n'y avait aucune autre intervention médicale qui puisse l'aider, et qu'Adrian devrait regarder une autre personne innocente mourir à cause de ses choix, à cause des secrets qu'il avait gardés trop longtemps. La décision s'abattit sur Adrian comme un poids, inévitable et écrasant, et il dit à Halloran de préparer le matériel, sachant même en parlant qu'il répétait le schéma pour lequel Elara l'avait maudit, prenant des décisions pour les autres, leur enlevant leur autonomie au nom de leur protection, mais il ne pouvait supporter l'alternative, ne pouvait rester les bras croisés et regarder Iris mourir alors qu'il avait le pouvoir de lui donner plus de temps. Halloran prépara la transfusion en silence, ses mouvements efficaces et exercés. Et Adrian se rendit à la chambre protégée où Iris était détenue, usant de son autorité pour passer outre les gardes de Séraphine.
Et il trouva Iris inconsciente sur le lit, la malédiction ayant drainé sa force, et il la souleva délicatement et la ramena dans sa chambre, où Halloran attendait avec des instruments en argent et des bols d'eau infusés d'herbes destinés à faciliter la transition. La transfusion elle-même était un rituel aussi ancien que l'espèce des vampires. Adrian se mordant le poignet pour ouvrir la veine, pressant la blessure contre la bouche d'Iris, laissant son sang couler sur ses lèvres pendant qu'Halloran chantait des mots dans une langue antérieure au latin, des mots qui liaient la vie à la vie et faisaient battre deux cœurs comme un seul. Iris s'agita, son corps répondant au sang même dans son sommeil. Et Adrian sentit le lien se mettre en place comme une serrure qui se tourne, se sentit soudain et intimement conscient de son rythme cardiaque, de sa respiration, de la chaleur de son corps contre sa peau froide. Et il sut qu'elle pouvait le sentir aussi, sentir le rythme lent et régulier de son cœur qui ne battait que quelques fois par minute, sentir la froideur ancienne qui parcourait ses veines. La progression de la malédiction ralentit immédiatement, les veines noires arrêtant leur avancée, figées à ses épaules, et Halloran confirma que la transfusion avait fonctionné, qu'Iris avait maintenant 12 heures, peut-être 15 s'ils avaient de la chance. Mais le lien était permanent et irréversible, et si Adrian tombait, elle tomberait aussi. Adrian reposa Iris sur le lit et la regarda dormir, observa le va-et-vient de sa poitrine, et il sentit le lien entre eux comme une seconde peau, intime et envahissant, et il se demanda ce qu'elle dirait à son réveil, si elle lui pardonnerait d'avoir fait ce choix sans le lui demander, ou si elle le verrait pour ce qu'il était, un autre acte de contrôle déguisé en protection, un autre vol d'autonomie au nom d'un amour qu'il n'avait pas le droit de ressentir. Iris se réveilla avec la sensation d'un battement de cœur qui n'était pas le sien, lent, froid et totalement étranger, battant quelque part au centre de sa poitrine, à côté de son propre rythme humain rapide. Et pendant un instant désorientée, elle crut rêver, crut que la malédiction avait finalement atteint son cœur et le réécrivait. Mais ensuite elle sentit le lien, sentit le cordon invisible qui la reliait à quelqu'un d'autre. Et elle sut avec une certitude écœurante ce qu'Adrian avait fait. Elle se redressa trop vite, la tête lui tournant, et elle sentit sa présence comme un poids dans son esprit. Pas des pensées exactement, mais des émotions, sa peur, sa culpabilité et son soulagement désespéré qu'elle soit en vie. Et elle voulut crier à la violation de cela, à la façon dont il avait pénétré son corps et lié son destin au sien sans demander, sans lui donner la chance de dire oui ou non. Elle l'appela, et il apparut presque instantanément dans l'embrasure de la porte, comme s'il avait attendu juste à l'extérieur, et Iris sentit son approche à travers le lien avant d'entendre ses pas, sentit son anxiété monter en flèche quand il vit qu'elle était réveillée. Elle lui demanda ce qu'il avait fait, sa voix tremblant de fureur, et Adrian expliqua d'un ton mesuré et prudent l'affaire de la transfusion, du lien de cour, comment cela lui donnerait 12 heures et ralentirait la malédiction assez pour passer la session de la cour. Et Iris écouta en silence jusqu'à ce qu'il ait fini, puis elle dit la seule chose qui comptait. « Tu n'as pas demandé, tu as juste pris mon choix. » La présence d'Adrian dans le lien s'enflamma de culpabilité et de défense, et il dit qu'il lui avait donné du temps, que c'était tout ce qu'il lui restait à donner, que sans la transfusion elle serait déjà morte, et il n'y aurait pas de session de cours, aucune chance de briser la malédiction, aucun avenir du tout. Iris sentit des larmes de frustration lui brûler les yeux, et elle lui dit qu'il n'avait rien appris, qu'Elara l'avait maudit pour exactement cela, pour avoir pris des décisions pour les gens qu'il prétendait aimer, pour leur avoir volé leur autonomie au nom de la protection, et maintenant il l'avait fait à nouveau, l'avait liée à lui d'une manière qui rendait sa survie dépendante de la sienne, faisait d'elle une otage de son destin politique. Elle demanda ce qui arriverait si la cour le déposait, s'il l'exécutait pour avoir violé la loi de la transformation, et le silence d'Adrian fut une réponse suffisante, le lien inondé de sa conscience que oui, s'il mourait, elle mourrait aussi, instantanément et sans avertissement.
Iris rit, un son sans humour, et dit qu'il ne l'avait pas sauvée. Il l'avait enchaînée, avait rendu sa mort conditionnelle à sa survie, et maintenant elle n'avait d'autre choix que de se battre pour lui. De se tenir à ses côtés lors de la confession, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que sa vie en dépendait littéralement. Adrian s'approcha, elle le sentit s'agenouiller à côté du lit, et il prit sa main avec précaution, ses doigts froids contre sa peau, et à travers le lien, elle sentit son angoisse, sa conscience qu'il avait répété le schéma exact qu'il avait damné, et sa voix était rauque quand il dit qu'il était désolé, qu'il n'avait pas su quoi faire d'autre, qu'il ne pouvait pas la regarder mourir alors qu'il avait le pouvoir de l'arrêter. Iris voulait rester en colère, voulait s'accrocher à sa fureur, mais elle sentait ses émotions à travers le lien, et elles étaient trop honnêtes pour être ignorées, trop désespérées et brisées. Et elle réalisa avec une clarté inconfortable que les choix d'Adrian n'avaient jamais été une question de contrôle pour le contrôle, ils venaient d'une terreur de la perte si profonde qu'elle primait sur tout le reste, une peur qui s'était calcifiée pendant 2 siècles en un schéma qu'il ne pouvait briser seul. Elle lui dit qu'il s'occuperait du lien plus tard, que pour l'instant il devait se concentrer sur la survie à la session de la cour, sur le fait de s'assurer que sa confession satisferait la malédiction avant que les 12 heures ne soient écoulées, et Adrian hocha la tête, son soulagement palpable à travers le lien, et il l'aida à se lever, son corps encore faible de la malédiction et de la transfusion. La session de la cour était fixée à minuit, avait annoncé Séraphine, donnant à toutes les grandes maisons le temps d'arriver et à ses journalistes le temps d'installer leur équipement. Et Iris savait que cela signifiait qu'ils avaient peut-être 6 heures pour se préparer, 6 heures pour trouver comment présenter une confession qui briserait une malédiction, honorerait un fantôme et ne ferait pas exécuter Adrien dans le processus. Et à travers le lien, elle sentit sa détermination et sa peur se battre l'une contre l'autre, sentit le poids de 200 ans de silence peser sur eux deux, et elle serra sa main et dit qu'ils y feraient face ensemble, car maintenant ils n'avaient pas le choix. Leur destin était lié, et ils s'élèveraient ou tomberaient comme un seul être. Iris se retrouva de nouveau dans la chambre protégée après la transfusion, les gardes de Séraphine l'y ayant ramenée avec une froide efficacité, et elle s'assit dans l'obscurité, écoutant le son de sa propre respiration superposé au battement de cœur d'Adrian, ce rythme lent et régulier qui pulsait à travers le lien comme une seconde horloge, comptant les heures jusqu'à minuit. Elle savait que la session de la cour devait commencer dans moins de 3 heures, savait qu'Adrian prévoyait de faire sa confession sans elle malgré tout ce dont ils avaient discuté dans la crypte, malgré le fait que le fantôme d'Elara avait clairement indiqué qu'ils devaient tous deux être présents pour que la malédiction se brise, et elle sentit la fureur monter, chaude et clarifiante dans sa poitrine, face à son incapacité, continue à lui faire confiance avec ses propres choix. Les protections vibraient contre sa peau. Cette pression magique oppressante, conçue pour contenir les malédictions et supprimer l'activité surnaturelle. Mais alors qu'Iris était assise à écouter la fréquence des runes, elle se souvint de ce qu'Elara lui avait dit plus tôt, que les protections ne pouvaient pas distinguer entre la magie hostile et le son inoffensif, ne pouvaient pas reconnaître la musique comme une arme ou un outil. Elle se leva et se dirigea vers le centre de la petite pièce, les mains tendues pour sentir les dimensions de l'espace, et elle commença à chanter la mélodie de 47 notes, la séquence qui avait déverrouillé le journal et déclenché la malédiction, et sa voix remplit la chambre d'un son qui résonna contre les murs de pierre et fit miroiter l'air. Les protections résistèrent d'abord, repoussant la mélodie comme pour l'étouffer, mais Iris continua de chanter, mettant toute son intention dans chaque note, son désir de se libérer et d'atteindre la cour avant qu'Adrian ne puisse répéter son schéma de faire taire les gens qui avaient besoin de parler. Et elle sentit les runes commencer à se fissurer, des fractures capillaires se propageant à travers les barrières magiques, comme de la glace sous pression. La serrure de la porte se brisa avec un son d'os qui se rompt, et Iris arrêta de chanter, respirant difficilement, et elle poussa la porte et entra dans le couloir,
son cœur battant de triomphe et de peur. Elle n'avait aucune idée de l'endroit du château où elle se trouvait. La tour nord que Séraphine avait mentionnée pouvait être n'importe où. Mais Iris avait passé 7 ans à naviguer dans le monde sans la vue et elle avait développé des compétences que la plupart des personnes voyantes n'envisageaient jamais, la principale étant la capacité de cartographier les espaces par le son. Elle commença à marcher, ses pas résonnant sur les murs de pierre, et elle écouta la façon dont les échos revenaient, la façon dont ils changeaient lorsqu'elle passait des portes ou tournait des coins, construisant une carte mentale de la disposition du château par écholocation, la même technique qui lui avait permis de trouver le salon de musique cette première nuit pluvieuse. Elle se déplaça rapidement mais prudemment, une main suivant le mur pour s'orienter, et elle entendit des voix devant elle, le murmure de nombreuses personnes se rassemblant. Et elle suivit le son en descendant des escaliers en colimaçon et à travers des couloirs qui devenaient plus larges et plus ornés, l'air passant de la stérilité froide de la tour à l'atmosphère plus chaude des espaces publics du château. Elle entendit les grandes portes de la grande salle de Blackthorn ouvertes, entendit le bruissement des tissus et la conversation à voix basse de dizaines de vampires s'assemblant pour la session de la loi du sang, et elle se glissa à l'intérieur, restant dans l'ombre le long du mur, sa présence passant inaperçue dans l'anticipation de la foule. Adrian se tenait devant le trône vide dans la grande salle de Blackthorn et sentit le poids de chaque regard dans la pièce, des centaines d'années de politique vampirique concentrées en ce seul moment. Et il savait que ce qu'il dirait dans les prochaines minutes déterminerait non seulement son propre destin, mais aussi celui des territoires du Nord, la stabilité que sa famille avait construite pendant des siècles, et peut-être la vie de la femme dont il pouvait sentir les battements de cœur à travers le lien, régulier et fort, quelque part loin au-dessus de lui dans la tour protégée. La salle était comble, chaque grande maison représentée, des vampires en tenue de cérémonie disposés en demi-cercle autour de l'estrade du trône, et au centre siégeait Dame Séraphine Voss sur le siège de l'arbitre, son expression calme et expectative, un prédateur qui avait enfin acculé sa proie et savourait le moment. Les journalistes avaient installé leurs caméras enchantées le long des murs. Des appareils qui captureraient non seulement l'image, mais aussi l'aura et l'essence, créant un enregistrement qui pourrait être partagé à travers tous les territoires vampires. Et Adrian savait que cela signifiait que sa confession serait permanente et publique d'une manière qui ne permettrait aucune retraite, aucune révision. Il prit une inspiration dont il n'avait pas besoin et commença à parler, sa voix portant à travers la salle avec l'autorité de quelqu'un qui avait régné pendant 300 ans, mais qui choisissait maintenant la vulnérabilité plutôt que le pouvoir. Il dit que 200 ans plus tôt, il avait dit à cette cour que sa reine Elara était morte en couche et l'enfant avec elle, qu'il s'était tenu devant eux et avait décrit une mortinescence, une tragédie de la nature qui ne nécessitait aucune explication et aucune enquête, et il fit une pause, laissant le silence s'étirer, puis il dit simplement qu'il avait menti. La pièce devint absolument silencieuse, le genre de silence qui précède la violence ou la révélation, et Adrian sentit chaque œil fixé sur lui alors qu'il continuait, décrivant la vérité qu'il avait enterrée pendant 2 siècles. Que l'enfant avait vécu, avait respiré et pleuré, avait existé pendant 3 minutes entières, avant que son corps ne commence à défaillir. Et pendant ces minutes, Adrian avait fait un choix qui avait enfreint l'une des lois les plus anciennes et les plus sacrées de leur espèce, la loi qui interdisait la transformation sans un consentement clair et éclairé. Il décrivit s'être coupé le poignet, l'avoir pressé contre la bouche du nourrisson, avoir forcé le sang de vampire dans la gorge du bébé dans une tentative désespérée de déclencher la transformation et de sauver une vie qui s'échappait déjà. Et il décrivit les cris qui suivirent, la façon dont le petit corps de l'enfant se convulsait alors que le sang de vampire brûlait à travers des veines trop petites et trop humaines pour le contenir, et il décrivit avoir tenu son fils pendant que le garçon mourait pour la 2e fois, cette mort plus lente et plus angoissante que la première.
La voix d'Adrian se brisa sur les derniers mots, mais il se força à continuer, à expliquer qu'il avait ensuite dit à la cour que l'enfant était mort-né, avait effacé ses 3 minutes du registre officiel, avait enterré son fils dans une tombe anonyme et avait interdit à quiconque de parler de lui. Tout cela pour se protéger des conséquences de la violation de la loi de la transformation. Tout cela pour préserver son trône et son autorité au prix de l'existence de son fils. La confession flotta dans l'air comme de la fumée, et Adrian se tenait les mains le long du corps, ne se défendant plus, ne se cachant plus, et il attendit le jugement qu'il savait imminent. Séraphine se leva, ses mouvements délibérés et précis, et sa voix coupa le silence choqué avec la clarté de quelqu'un qui s'était préparé pour ce scénario exact. Elle dit qu'Adrian venait de confesser une transformation illégale, un acte qui entraînait des peines allant de l'abdication forcée à l'exécution selon les circonstances et l'intention, et qu'il avait également confessé avoir falsifié un acte de décès, ce qui constituait une obstruction à la loi du sang et entraînait son propre lot de conséquences. Elle rappela à la Cour que ce n'étaient pas des infractions mineures, mais des violations fondamentales des traités qui régissaient la société des vampires, et bien qu'elle comprit que le chagrin puisse expliquer les choix d'Adrien, il ne les excusait pas, et la loi exigeait qu'il soit jugé. Elle appela à un vote immédiat, invoquant son autorité d'arbitre pour exiger que la Cour choisisse entre 3 options: exécution, abdication complète ou règne probatoire avec des restrictions importantes sur le pouvoir d'Adrian. La salle éclata en conversation, les vampires se tournant les uns vers les autres pour débattre à voix basse et urgente, et Adrian resta silencieux, acceptant, car il savait que ce serait le coup et il avait choisi de le payer de toute façon, et à travers le lien, il sentit le rythme cardiaque d'Iris s'accélérer d'alarme, sentit sa conscience de son danger même si elle était enfermée dans la tour, et il lui envoya le réconfort qu'il put à travers la connexion, une assurance sans parole qu'il était prêt pour tout ce qui allait suivre. Iris entendit la voix de Séraphine appeler à un vote et sentit la résignation d'Adrian à travers le lien, son acceptation de la punition, et elle sut avec une certitude absolue qu'il prévoyait de laisser la cour le juger sans se défendre, sans présenter le contexte complet, sans lui permettre de livrer le témoignage qu'Elara avait dit être nécessaire pour que la malédiction se brise. Elle s'écarta du mur où elle se tenait et commença à se frayer un chemin à travers la foule, ses mains tendues pour écarter les vampires qui se tenaient entre elle et le centre de la salle, et elle sentit qu'il la remarquait, sentit l'onde de reconnaissance se propager dans l'assemblée alors qu'il réalisait que l'humaine maudite s'était échappée de son confinement. Elle atteignit le bord de l'espace ouvert autour de l'estrade du trône et entendit le piano, le même Steinway du salon de musique, et elle comprit que quelqu'un l'avait déplacé ici, peut-être comme preuve ou peut-être comme accessoire de scène pour le drame qui se déroulait. Et elle se dirigea vers lui avec la certitude de quelqu'un qui avait navigué par le son toute sa vie d'adulte. Elle s'assit sur le banc et posa ses mains sur les touches. Et la salle retomba dans le silence, cette fois avec confusion et anticipation plutôt qu'avec choc, et Iris parla, sa voix portant à travers la salle avec la force de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Elle dit qu'Adrien n'avait pas volé du temps, il avait volé le silence, il avait pris l'existence de son fils, et l'avait enterré dans des mensonges et des pièces fermées à clé. Et si cette cour voulait le punir pour avoir essayé de sauver un enfant mourant, alors il devrait la punir aussi, car elle aurait fait la même chose, aurait enfreint n'importe quelle loi et fait face à n'importe quelle conséquence, si cela signifiait même la plus petite chance de garder en vie quelqu'un qu'elle aimait. Elle commença à jouer la mélodie, les 47 notes s'écoulant de ses doigts, avec la précision d'une mémoire musculaire, et la malédiction répondit immédiatement, les veines noires qui avaient été figées à ses épaules depuis la transfusion s'embrasèrent soudainement, vives et éclatantes, se propageant le long de ses bras jusqu'à ses mains et rendant la peau autour d'elle craquelée et fragile. La cour haleta collectivement,
voyant la malédiction rendue visible, et le journal qui avait été apporté comme preuve commença à fumer et à s'enflammer, des flammes d'argent jaillissant de ses pages. Et Iris sentit la température dans la salle chuter, sentit la présence de quelque chose de vaste et d'ancien se rassembler dans l'espace au-dessus d'eux. Le fantôme d'Elara se matérialisa au centre de la salle, translucide et éclairé d'argent, sa forme plus solide qu'elle ne l'avait été dans la crypte, plus réelle. Et Iris comprit que la présence collective de tant de vampires avait brisé le voile entre les vivants et les morts, avait donné au fantôme assez de pouvoir pour se manifester pleinement et dire son mot devant des témoins qui ne pouvaient pas la rejeter comme une hallucination ou une ruse. Le fantôme se tourna lentement, son regard balayant la cour assemblée, et quand elle parla, sa voix était claire, froide et remplie de 2 siècles de chagrin retenu. Elle dit qu'elle n'avait pas maudit Adrian pour avoir essayé de sauver leur fils, ne l'avait pas puni pour le désespoir qui l'avait poussé à enfreindre la loi de la transformation dans un moment de choix impossible, mais qu'elle l'avait maudit pour s'être caché, pour avoir transformé la mort de leur fils en une note de bas de page politique, pour avoir privé le garçon d'un nom, d'une tombe et d'un souvenir, pour l'avoir effacé si complètement que même la propre cour d'Adrian ne savait pas qu'il avait existé. Elle dit que le vol n'était pas le temps mais la reconnaissance, pas la vie mais la vérité, et elle se tourna pour faire face directement à Adrian, son expression triste et implacable, et elle lui dit que si cette cour voulait la justice, il devrait donner à son fils ce qu'Adrian avait pris, devrait prononcer le nom du garçon à haute voix et le laisser être pleuré comme n'importe quel enfant méritait de l'être, publiquement, honnêtement et sans honte. Adrian tremblait. Iris pouvait le voir même sans la vue, pouvait le sentir à travers le lien, tout son corps secoué par le poids de ce qu'Elara exigeait, et la salle était silencieuse à l'exception du crépitement des flammes d'argent et du faible bourdonnement de la malédiction œuvrant à travers les veines d'Iris. Séraphine commença à parler, à protester que les fantômes n'avaient aucune valeur juridique dans la loi du sang, mais le fantôme d'Elara la coupa d'un regard qui gela les mots dans sa gorge, et le fantôme dit qu'elle ne demandait pas un jugement légal, elle demandait une décence élémentaire, la reconnaissance qu'un enfant qui avait vécu 3 minutes méritait qu'on se souvienne qu'il avait vécu. Adrian tomba à genoux sur le sol de pierre, son contrôle se brisant enfin complètement, et Iris l'entendit murmurer le nom, si bas au début que seule elle le capta à travers le lien, puis plus fort, sa voix se brisant. Théo, son nom était Théo. Les flammes d'argent du journal devinrent d'un blanc éclatant, puis s'éteignirent, les pages se réduisant en cendres, et la malédiction arrêta sa progression sur les bras d'Iris, les veines noires se figeant, puis commençant à se retirer, reculant de ses mains, de ses poignets et de ses coudes, comme une marée se retirant du rivage. Le fantôme d'Elara sourit, l'expression faible et infiniment triste, et elle dit que c'était tout ce qu'elle avait voulu, que son fils soit réel, que son existence soit prononcée à haute voix et attestée, et elle regarda Iris avec gratitude et approbation avant de commencer à se dissoudre, sa forme s'estompant en une brume d'argent qui se dissipa dans l'air, ne laissant derrière elle que le faible parfum de rose et de pluie. La malédiction se rompit complètement, les dernières veines noires disparaissant de la peau d'Iris, et elle sentit la pression dans sa poitrine se relâcher, sentit son propre rythme cardiaque s'installer dans un rythme qui était entièrement le sien, même si le pouls plus lent d'Adrian résonnait encore à travers le lien. La cour était assise dans un silence stupéfait, digérant ce dont elle venait d'être témoin, et Séraphine se leva à nouveau, son expression soigneusement neutre, et elle dit que bien que la malédiction fût levée et le fantôme satisfait, la loi n'était pas si facilement apaisée, qu'Adrian avait toujours confessé avoir enfreint la loi de la transformation et falsifié des registres, et que le vote devait avoir lieu. Elle appela à la décision, et la cour répondit de voix allant de la sympathie à la dureté, et lorsque le décompte fut fait,
Il s'éleva à 60% en faveur d'une forme de punition, 40% étant disposé à laisser la confession suffire comme pénitence. Séraphine annonça qu'étant donné l'opinion partagée, elle invoquait le protocole de compromis, une voie médiane qui permettrait à Adrian de conserver son trône, mais le priverait de son pouvoir absolu pour une période de 50 ans, durant laquelle les clans du Sud obtiendraient un siège à son conseil et il perdrait son autorité de veto sur les décisions majeures. Elle dit que cela servirait la justice sans déstabiliser les territoires du Nord, punirait la tromperie d'Adrian sans la récompenser, et elle demanda si Adrian acceptait ces termes. Adrian se leva lentement, son visage pâle mais composé, et il dit oui, il acceptait. Parce que garder son trône importait moins que de dire la vérité, et si le coût de l'honnêteté était un pouvoir partagé, alors il le paierait volontiers. Il descendit de l'estrade, ne se tenant plus comme un monarque absolu, mais comme un roi qui avait choisi la vulnérabilité plutôt que l'autorité, et Iris sentit à travers le lien son mélange de chagrin et de soulagement. Sa conscience qu'il avait perdu quelque chose, mais gagné quelque chose de bien plus précieux, la capacité de se regarder sans honte. La cour commença à se disperser, les vampires sortant par petits groupes pour discuter de ce dont ils avaient été témoins, et Iris resta au piano, ses mains reposant sur les touches, et elle sentit Adrian s'approcher avant de l'entendre, sentit sa présence à travers le lien comme une chaleur contre sa peau. Il s'agenouilla à côté du banc et prit sa main, celle qui avait été couverte des marques de la malédiction, et il dit son nom comme une prière, comme des excuses, et Iris se tourna vers lui et dit qu'il avait enfin appris à laisser quelqu'un se tenir à ses côtés au lieu de devant lui, et que cela valait plus que n'importe quel trône. La salle se vida autour d'eux, ne laissant que les deux, le piano et le parfum évanescent des roses, et Iris sut qu'ils avaient franchi un seuil ensemble, que tout ce qui viendrait ensuite serait construit sur la vérité plutôt que sur les secrets, sur le choix plutôt que sur le contrôle, et que le lien entre eux n'était plus seulement de la magie, mais quelque chose qu'ils avaient tous deux décidé d'honorer. Iris traversait les salles qui se vidaient du château de Blackthorn avec Adrian à ses côtés, leurs pas résonnant dans le silence d'avant l'aube, et elle sentait le lien entre eux vibrer, calme et constant, son rythme cardiaque superposé sous le sien comme une note de basse soutenant une mélodie. La cour s'était dispersée après le vote, les vampires partant par groupes pour digérer ce dont ils avaient été témoins, et Séraphine était partie la dernière, s'arrêtant pour dire à Adrian, d'une voix destinée à être entendue, qu'elle avait hâte de travailler avec lui dans le cadre du nouvel arrangement, son sourire assez aiguisé pour faire couler le sang, mais ses yeux contenant quelque chose qui aurait pu être du respect. Adrian n'avait pas répondu, avait simplement hoché la tête et s'était détourné, et maintenant il guidait Iris à travers des couloirs qu'elle commençait à reconnaître par le son et l'odeur. L'acoustique particulière de chaque couloir, la façon dont l'air se déplaçait différemment près des fenêtres par rapport aux murs pleins, et quand ils atteignirent l'aile est, elle sentit la température chuter et sut qu'ils approchaient du salon de musique où tout cela avait commencé 3 jours et une vie plus tôt. La porte était ouverte, plus scellée, et Adrian la guida à l'intérieur d'une main sur son coude, et Iris sentit l'espace s'ouvrir autour d'elle, entendit les dimensions familières de la pièce, et sentit quelque chose d'inattendu, de la cire d'abeille et de l'huile de citron, l'odeur d'un nettoyage récent. Elle demanda si quelqu'un était venu ici, et Adrien le confirma, sa voix calme, expliquant que le personnel du château avait restauré la pièce pendant la nuit, sans qu'on le leur demande, avait poli les sols, nettoyé les instruments et réparé le lustre brisé, un geste de respect ou peut-être de soulagement que la malédiction fût brisée et que leur roi ait survécu à sa confession. Iris se dirigea vers le piano, ses mains trouvant sa forme familière, et elle sentit qu'il avait lui aussi été nettoyé et accordé, les touches lisses sous ses doigts, et reposant sur le couvercle fermé se trouvait le journal, ses pages maintenant blanches,
la malédiction accomplie et la magie dissipée, ne laissant que le cuir, le papier et la faible odeur résiduelle du chagrin d'Elara. Adrian se tenait quelque part derrière elle. Elle pouvait sentir sa présence à travers le lien. Et quand il parla, sa voix portait une neutralité prudente qu'elle avait appris à reconnaître comme le signe qu'il cachait quelque chose de douloureux. Il lui dit que maintenant que la malédiction était brisée, le lien commencerait à s'estomper, que les liens de cour non entretenus par un renouvellement régulier se dissoudraient en environ 3 jours, et qu'à la fin de cette période, elle serait libre de lui, libre de quitter le château et de retourner à la vie qu'elle avait avant que la tempête ne l'amène ici. Il dit qu'il organiserait un passage sûr pour son retour à Kinloch ou à tout autre endroit où elle souhaiterait aller, qu'il lui fournirait de l'argent, des références et tout ce dont elle aurait besoin pour recommencer. Et ses paroles étaient généreuses et son ton était contrôlé. Mais à travers le lien, Iris sentit son chagrin, le sentit se préparer à son départ comme si c'était inévitable. Iris resta très immobile, ses mains reposant sur le couvercle du piano, et elle pensa aux 3 derniers jours, à son entrée dans une pièce scellée, et au fait d'avoir joué une mélodie qui avait déverrouillé 2 siècles de secrets, au fait de porter une malédiction mortelle, d'entendre un fantôme, et de se tenir devant une cour de vampires, pour assister à une confession qui aurait dû être faite des générations plus tôt. Elle pensa au schéma d'Adrian, de prendre des décisions pour les gens qu'il aimait, de leur voler leur autonomie au nom de la protection. Et elle pensa à son propre schéma d'accepter tout ce que la vie lui offrait, de traiter sa cécité comme une limitation qui la rendait moins capable de choisir le risque, l'aventure et l'amour. Elle se dirigea vers le banc du piano et s'assit, ses doigts trouvant les touches, et elle commença à jouer. Non pas la mélodie de 47 notes qui avait causé tant de douleur, mais quelque chose de nouveau, une composition qui se formait sous ses mains sans pensée consciente, quelque chose qui parlait de tempête et d'abri, et de l'étrange alchimie qui transformait des étrangers en alliés, puis en quelque chose de plus. La mélodie remplit la pièce, douce et interrogatrice, et quand elle eut fini, elle laissa les dernières notes s'évanouir dans le silence avant de parler, sa voix stable et sûre. Elle demanda ce qui se passerait si elle ne voulait pas que le lien s'estompe, et elle sentit Adrian devenir très immobile derrière elle, sentit son choc, son espoir et sa peur déferler à travers la connexion entre eux. Elle continua, ne lui laissant pas le temps d'interrompre ou de détourner la conversation, lui disant qu'elle était aveugle, mais pas brisée, que son incapacité à voir ne l'avait jamais rendue faible ou incapable, et qu'elle n'avait pas peur de lui, ni de sa nature, ni de son passé, ni du désordre politique auquel il était maintenant confronté avec un trône affaibli et des ennemis qui rôdaient. Ce dont elle avait peur, c'était de partir, de quitter ce château et cet homme impossible et de passer le reste de sa vie mortelle à se demander ce qu'ils auraient pu être si elle avait été assez courageuse pour choisir le risque. Elle se tourna sur le banc pour faire face à l'endroit où elle le sentait se tenir, et elle dit qu'elle voulait rester, voulait voir ce qui allait suivre, voulait le choisir de la même manière qu'il avait finalement appris à se laisser être choisi. Adrian se dirigea vers elle. Elle entendit le bruissement de ses vêtements et le sentit à travers le lien se rapprocher, puis il s'agenouilla à côté du banc du piano comme il s'était agenouillé dans la crypte et dans la salle, se faisant plus petit qu'elle, se rendant vulnérable de la seule manière qu'il connaissait. Il prit sa main, celle qui avait porté les veines noires de la malédiction, et la pressa entre les siennes, et sa voix, quand il parla, était rauque d'émotion qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis 2 siècles. Il lui dit que si elle voulait vraiment rester, il y avait un moyen de rendre le lien permanent, non pas par la transformation, car il n'imposerait plus jamais cette transformation à quiconque, mais par un ancien rituel appelé le lien du souffle, qui précédait la plupart des lois et coutumes des vampires.
Il expliqua qu'un vampire pouvait partager un seul souffle avec un humain à l'aube, un échange littéral d'air des poumons du vampire à ceux de l'humain, et si cet échange était répété chaque aube pendant une année entière, le lien s'installerait en quelque chose de permanent et de durable, prolongeant la durée de vie de l'humain sans effacer sa mortalité, liant leur destin mais doucement, permettant à l'humain de vieillir tandis que le vampire restait inchangé. C'était fragile, cela nécessitait un renouvellement quotidien et reconnaissait l'inégalité fondamentale entre mortels et immortels. Mais c'était réel, c'était honnête, et cela donnait aux deux parties la possibilité de choisir la continuation ou la libération à tout moment. Iris sentit son souffle se couper face aux implications. À l'image de se tenir avec Adriane chaque aube pendant 1 an, respirant son souffle et sentant sa force vitale se mêler à la sienne, et elle posa la question la plus importante. Que se passait-il à la fin de l'année? Le lien se verrouillait-il pour toujours ou nécessitait-il autre chose? La réponse d'Adriane fut simple et parfaite. Il choisirait à nouveau, chaque année il choisirait, renouvelant le lien ou le laissant s'estomper selon l'évolution de leur vie et de leurs circonstances, et ce ne serait jamais une prison, car cela nécessiterait toujours le consentement des deux. Iris sentit des larmes lui piquer les yeux, les bonnes, celles qui viennent quand on vous offre exactement ce dont vous avez besoin de la manière exacte dont vous en avez besoin, et elle se pencha en avant et trouva son visage avec ses mains, traçant les lignes de ses pommettes et de sa mâchoire, et elle l'embrassa, son premier baiser en 7 ans, doux, hésitant et ayant le goût de l'espoir. Adrian émit un son grave dans sa gorge, un mélange de surprise, de gratitude et de désir, et il lui rendit son baiser avec une douceur qui démentait sa force, ses mains berçant son visage comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. Et à travers le lien, Iris sentit son rythme cardiaque augmenter, sentit son contrôle lui échapper d'une manière qui n'avait rien à voir avec la violence et tout à voir avec le désir. Ils se séparèrent lentement, respirant difficilement, et le ciel à l'extérieur des vitraux commençait à pâlir avec l'approche de l'aube, une douce lumière grise filtrant dans le salon de musique et touchant tout d'argent, et Iris dit oui, elle voulait essayer. Une année d'aubes et de choix et de construction de quelque chose ensemble, et Adrian dit oui en retour, sa voix stable malgré le tremblement qu'elle pouvait sentir à travers le lien. Le soleil se levait maintenant, la véritable aube se levant sur les hautes terres écossaises, et Adrian se leva et se dirigea vers les ombres au bord de la pièce, où la lumière ne pouvait pas l'atteindre, sa nature l'empêchant de se tenir en plein soleil sans douleur. Et Iris resta au piano, ses mains revenant sur les touches, et elle recommença à jouer, une nouvelle mélodie qui parlait de commencement plutôt que de fin. Sur le pupitre du piano, placé là par la main d'Adriane, se trouvait une seule feuille de papier crème, et écrit dessus à l'encre noire, et d'une écriture soignée se trouvait un nom. Théo. Les doigts d'Iris effleurèrent le papier alors qu'elle jouait, et elle sentit le poids de ce qu'il représentait, un enfant enfin reconnu, un silence enfin rompu, un vol enfin rendu, et elle sut que ce petit mémorial importait plus que n'importe quel trône, titre ou compromis politique, car il rendait réel ce qui avait été effacé et donnait de la dignité à 3 minutes de vie qui méritaient qu'on s'en souvienne. Elle jouait et Adrian regardait depuis les ombres, et aucun d'eux ne parlait car il n'y avait plus rien à dire. La décision était prise, et l'avenir incertain mais choisi, et la musique remplissait la pièce comme elle avait dû la remplir 200 ans plus tôt, quand Elara était assise à ce même piano et composait une berceuse pour un fils qui ne l'entendrait jamais. Le corbeau se posa sur le rebord de la fenêtre avec un croassement rauque qui interrompit la mélodie, et Iris arrêta de jouer, sa tête se tournant vers le son, et elle entendit le battement des ailes et le tapotement des griffes sur la pierre. Adrian s'approcha, ses pas rapides, et Iris sentit sa tension monter en flèche à travers le lien, sentit sa reconnaissance de quelque chose d'important. Elle demanda ce que c'était, et Adrian décrivit l'oiseau,
un corbeau plus grand que nature, ses yeux trop intelligents, portant un parchemin roulé scellé de cire rouge, et il prit la lettre des serres de l'oiseau et examina le sceau, et Iris entendit sa brusque inspiration. Elle demanda ce que le sceau montrait, et Adrian lui dit que c'était le blason des territoires de l'Est. Une faction de vampires qui n'avait pas contacté les territoires du Nord depuis plus d'un siècle. Un groupe qui était historiquement resté neutre dans tous les conflits politiques et dont l'intérêt soudain pour les affaires d'Adrian ne pouvait être une coïncidence. La lettre resta scellée. Adrian ne fit aucun mouvement pour l'ouvrir, et Iris sentit à travers le lien son calcul, sa conscience que sa position politique affaiblie avait fait de lui une cible ou peut-être une opportunité, et que tout ce que cette lettre contenait compliquerait la paix fragile qu'il venait d'atteindre. Iris tendit la main et ses doigts trouvèrent la lettre là où Adrian la tenait, sentirent la texture du parchemin coûteux et la cire en relief du sceau, et elle posa la question qui devait être posée. Devait-elle s'inquiéter? Était-ce le début de nouveaux ennuis qui menaceraient ce qu'ils essayaient de construire? Adrian resta silencieux un long moment, son pouce traçant le bord du seau, puis il répondit d'une voix calme, stable et teintée de la résignation particulière de quelqu'un qui avait régné assez longtemps pour savoir que la paix était toujours temporaire, pas encore. Le corbeau croassa de nouveau, un son ressemblant à un rire ou à un avertissement, et il déploya ses ailes et se lança de nouveau dans le ciel de l'aube, et Iris se retourna vers le piano et recommença à jouer, la nouvelle mélodie continuant malgré l'interruption, car quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, une aube et un choix à la fois, et le salon de musique qui avait été scellé dans le silence pendant 200 ans était enfin vraiment vivant à nouveau.